Dans la matière droit des obligations, soit le droit des contrats, nous allons voir aujourd'hui la formation du contrat. Je rappelle que ces podcasts s'adressent aux étudiants, mais également à toute personne qui souhaite apprendre le droit. C'est pourquoi le droit est ici vulgarisé, tout en gardant tout de même sa technicité pour que vous puissiez, en tant qu'étudiant, répondre à un cas pratique sans problème de qualification et en tant que personne lambda, si vous êtes face à une situation juridique, peut-être vous aider à y faire face et à comprendre face à quoi vous êtes. Passons tout de suite donc à ce podcast, la formation du contrat. En droit, on distingue souvent le contrat de l'acte unilatéral. Il y a bien d'autres choses en droit, mais les deux grands axes principaux sont le contrat et l'acte unilatéral. D'ailleurs, c'est la même chose en droit public, en droit administratif. Il y a également le contrat administratif qu'on va distinguer de l'acte administratif unilatéral, l'AAU. Pourquoi ? Parce que le contrat n'est pas comme l'acte unilatéral, n'a pas le même régime juridique. Donc, quand vous êtes un avocat face à une situation juridique, quand vous êtes un étudiant face à un cas pratique, la première chose que vous devez faire, c'est qualifier. Qualifier face à quoi vous êtes. Donc, vous devez vraiment vous concentrer à 100% pour bien qualifier, pour justement voir si vous êtes face à un contrat ou si vous êtes face à un acte unilatéral. Donc, en droit privé, comme par exemple ici en droit des obligations, mais également, comme je vous l'ai dit, en droit public. Ce pourquoi ce podcast sur la formation du contrat, qui est pourtant une base du droit des obligations, est extrêmement important à savoir. Car nous allons voir ici qu'est-ce qu'un contrat et comment démontrer qu'il y a un contrat pour ensuite mieux conseiller votre client, mieux vous conseiller vous-même si vous êtes une personne à la recherche de connaissances en droit ou si vous êtes un étudiant, pouvoir réussir votre cas pratique et votre examen. Alors le contrat égale offre plus acceptation. C'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Alors le contrat, pour donner tout de même une définition, c'est un accord de volonté, d'accord ? Donc une rencontre des volontés qui est destinée à créer, modifier ou étendre des obligations. On en passe tous les jours des contrats, des plus ou moins importants. Quand vous allez acheter une baguette de pain à la boulangerie, c'est un contrat. Parce qu'il y a la rencontre d'une offre, l'offre du boulanger, et d'une acceptation, parce que lorsque vous donnez l'argent au boulanger, vous acceptez. Sauf que dans ces genres de situations, en général, il n'y a pas de contentieux juridique, donc ça ne pose pas problème. Dans d'autres contrats qui sont un peu plus complexes, il peut y avoir des problèmes. C'est pourquoi nous étudions cette grande matière, le droit des obligations. Donc pour dire qu'il y a contrat, comme je vous le disais, il faut dire qu'il y a offre plus acceptation. Et ça, c'est l'article 1113 du Code civil qui le dit. Et je pense que c'est vraiment le premier article auquel vous devez penser si vous êtes face à une situation, face à un cas pratique, où vous voulez vérifier si il y a bien un contrat ou pas. Donc je vais vous prendre l'exemple du coup de foudre pour vous expliquer comment vous devez démontrer qu'il y a un contrat ou pas. Donc l'offre, on va l'appeler Monsieur O et l'acceptation Madame A. Vous devez en fait prouver qu'il y a eu un coup de foudre entre Monsieur O et Madame A. Mais avant de prouver qu'il y a eu ce coup de foudre, vous devez prouver que Monsieur O existe bien et que Madame A, l'acceptation, existe bien aussi. Et c'est ça qu'il faut retenir parce que c'est comme ça que ça va se passer dans le cas pratique. En effet, dans le cas pratique, tout d'abord, vu qu'il y a eu la réforme avec l'ordonnance du 10 février 2016, vérifiez bien l'application de la loi dans le temps. Donc, lorsque vous êtes face à un cas pratique, vérifiez bien la date du contrat, s'il a été conclu avant
de 2016 ou après 2016, plus précisément s'il a été conclu avant le 1er octobre 2016 ou après. Parce que la réforme du droit des contrats s'applique pour les contrats qui ont été conclus à partir du 1er octobre 2016. Ça, c'est extrêmement important à savoir. Donc, vérifiez bien toujours les dates. La date de la conclusion du contrat. Si vous êtes étudiant dans le cas pratique, selon le professeur que vous avez, soit vous faites une phrase, soit vous faites un syllogisme. Ça, c'est les professeurs qui sont souverains, qui décident en fonction de ce qu'ils préfèrent. Vous dites, selon l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016 sont soumis au nouveau droit. A contrario, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 sont soumis à l'ancien droit. C'est d'ailleurs important de connaître l'ancien droit et le nouveau droit, même si ce sont plutôt des réformes, une réforme qui est axée sur la forme, c'est le cas de le dire, et moins sur le fond, nous le verrons plus tard. Donc, vous êtes face à un cas pratique. Article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016. On regarde quand a été conclu le contrat. Application de la loi dans le temps. Deuxième étape. Comme je vous l'ai dit, le contrat égale offre plus acceptation. Je schématise et je vulgarise volontairement pour aller droit au but et que vous compreniez. Ensuite, vous citez donc l'article 1113 du Code civil. La rencontre d'une offre et d'une acceptation. Ensuite, on va, troisième étape, prouver que Monsieur O existe. Et quatrième étape, prouver que Madame A existe. Donc, je récapitule. Première étape, application de la loi dans le temps. Deuxième étape, contrat égale offre plus acceptation, article 1113 du Code civil. Troisième étape, prouver que l'offre, donc Monsieur O, existe. Alors là, c'est l'article 1114 du Code civil. Et enfin, la dernière étape, prouver que Madame A existe. Là, c'est l'article 1118 du Code civil. Donc, j'essaie de vous faire comprendre parce que lorsqu'on comprend en droit, on apprend beaucoup mieux par cœur. Et il y a beaucoup d'étudiants qui apprennent par cœur sans comprendre et c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur et ça reste moins dans le temps en mémoire. Alors que si vous comprenez le fonctionnement, vous allez pouvoir mieux intégrer les notions. Donc là, vous voyez, ça coule de source. Vous voyez la date du contrat, quel droit s'applique, donc le droit avant réforme ou le droit après réforme. Là, vous citez l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016. Ensuite, deuxième étape, un contrat, c'est la rencontre, le coup de foudre d'une offre et d'une acceptation, article 1113 du Code civil. Et on va démontrer que l'offre existe, article 1114, et que l'acceptation existe, article 1118. Donc déjà là, on a plusieurs articles qu'on peut apprendre facilement par cœur. Article 9 de l'ordonnance, article 1113, article 1114 pour l'offre, article 1118 pour l'acceptation. Voyons donc tout d'abord l'offre. Prouver que Monsieur O existe. Donc article 1114 du Code civil à citer, surtout si vous êtes étudiant. Ensuite, vous pouvez donner une définition. Tout d'abord, l'offre, il faut savoir que c'est égal à la pollicitation. C'est un terme que vous retrouverez souvent. Pollicitation, en droit, en termes juridiques, ça veut dire offre. De la même façon que le pollicitant, ça veut dire l'offrant. Par exemple, si vous proposez sur le Bon Coin une voiture à vendre, vous êtes un offrant, mais vous êtes aussi un pollicitant. C'est le même terme. Donc, une définition que je vous donne, mais vous pouvez avoir une autre définition, tant que c'est une définition juridique. Donc, l'offre, c'est la manifestation de volonté par laquelle une personne, donc l'offrant ou le pollicitant, propose à un tiers de conclure un contrat. Mais attention, il faut qu'elle présente 3 caractères. Donc, on va dire que là, à ce stade, c'est encore une proposition. Pour qu'elle soit qualifiée d'offre, pour qu'on puisse parler d'offre au sens juridique du terme, il faut qu'elle présente 3 caractères. Il faut que cette proposition soit précise, extériorisée, ferme. Si en tant qu'étudiant ou en tant qu'avocat, vous arrivez à prouver que cette proposition,
est précise, extériorisée, ferme, alors ce sera vraiment une offre au sens juridique du terme. Vous aurez prouvé que Monsieur O existe. Pour reprendre mon exemple du coup de foudre. Alors, bien sûr, je vais vous expliquer comment faire. Donc, précise, extériorisée, ferme, là c'est pareil, c'est à connaître sur le bout des doigts par cœur. Comme vous voyez, c'est assez technique et il faut tout savoir pour avoir aucun problème de qualification. Donc, retenez bien, offre, article 1114, c'est une proposition. Il faut qu'elle présente 3 caractères, précise, extériorisée et ferme, pour qu'elle soit une offre. Je précise que ces 3 caractères, précis, extériorisé, ferme, sont cumulatifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas alternatifs. C'est-à-dire qu'il faut les 3 en même temps. Alors, expliquons. Précise veut dire que cette proposition doit contenir tous les éléments essentiels, j'ai bien dit essentiels, du futur contrat. Pourquoi c'est important? Parce que si ce n'est pas le cas, eh ben c'est plus une offre. C'est une invitation à entrer en pourparlers, en négociation. Vous voyez l'importance de la précision dans les cas pratiques? Donc vérifiez bien si votre proposition ne contient pas tous les éléments essentiels du futur contrat. Par exemple, dans un contrat de vente, les éléments essentiels du futur contrat, c'est la chose qui va être vendue et son prix. Si ça ne figure pas dans la proposition, dans ce cas-là, elle n'est pas précise, et dans ce cas-là, ce n'est pas une offre au sens juridique du terme, en tout cas, mais plutôt une invitation à entrer en pourparlers. Si par exemple, c'est marqué « je vends ma voiture, prix à débattre », ce n'est pas une offre, c'est une invitation à entrer en pourparlers. Ensuite, deuxième condition, extériorisée. Là, vous l'aurez compris, c'est porter à la connaissance d'eux. Sauf qu'il y a des précisions. Elle peut être donc extériorisée à au moins un tiers ou plusieurs personnes déterminées, c'est-à-dire identifiées, mais aussi à un public de façon indéterminée. C'est important à savoir parce que si dans un cas pratique, l'offre est extériorisée, si elle est portée à la connaissance d'un public de façon indéterminée, on considère que le caractère extériorisé est rempli. De la même façon, haute précision, que cette extériorisation peut être explicite ou implicite. Enfin, dernière précision sur le caractère extériorisé qui est une précision nouvelle avec les avancées numériques, c'est que si elle est émise par voie électronique, donc article 1127-1 du Code civil, si l'offre est émise par voie électronique, donc par mail par exemple, c'est la règle du double clic qui s'applique. À partir du moment où vous avez appuyé sur le bouton envoyer, elle est émise. Ensuite, troisième et dernière condition, il faut que la proposition soit ferme. Ferme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une volonté définitive, sans réserve de s'engager. Là, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème des offres avec réserve, qui fait d'ailleurs l'objet, si c'est le cas, d'un contrôle objectif du juge, qui va voir si c'est OK ou pas. Bon, ça, on rentre dans les détails. Surtout vérifier que c'est une offre sans réserve et qu'il y a une volonté non équivoque de s'engager. Donc je récapitule. On est au stade de la proposition tant que vous n'avez pas prouvé qu'il y a les 3 caractères de rempli. Donc il faut prouver que cette proposition est précise, sinon c'est une invitation à entrer en pourparlers, donc c'est plus une offre. Ensuite, vous devez montrer qu'elle est extériorisée, que ce soit à un public identifié ou non, que ce soit de façon explicite ou non. Et ensuite, vous devez prouver qu'elle est ferme, c'est-à-dire que c'est une volonté définitive, sans réserve. Si ces 3 conditions sont remplies, vous êtes face à une offre au sens juridique du terme. Donc, dans ce cas-là, Monsieur O existe bien et vous allez pouvoir passer donc à la dernière étape, prouver que l'acceptation Madame A existe bien elle aussi. Donc passons à Madame A, l'acceptation, et ici c'est l'article 1118 comme je vous l'ai dit en début de ce podcast. Là c'est pareil que pour Monsieur O.
Pareil que pour l'offre. Pour l'acceptation, pareil. Vous commencez par citer l'article, article 1118. Ensuite, une brève définition, mais précisant, d'accord? Je vous donne la mienne, donc une manifestation de volonté du bénéficiaire de l'offre qui accepte la sollicitation et conduit ainsi à la conclusion du contrat. Ensuite, là aussi, pour que elle soit vraiment une acceptation au sens juridique du terme, il y a 2 conditions que vous devez là aussi, en tant que juriste ou en tant qu'avocat ou en tant qu'étudiant, prouver. Vous devez montrer qu'elle est certaine et vous devez montrer qu'elle est pure et simple. Parce que l'acceptation doit être expresse. Là, c'est pareil, je m'explique. Certaine, ça veut dire qu'il y a une volonté non ambiguë de conclure le contrat. Donc, dans l'acceptation, vérifiez que la personne qui a accepté avec une volonté non ambiguë de conclure le contrat. S'il y a une ambiguïté, ce n'est pas une acceptation certaine. Pareil, si c'est par voie électronique, c'est la règle du double clic là aussi, article 1127-2. À partir du moment où, par exemple, vous avez répondu à une annonce sur le Bon Coin en acceptant l'offre par mail, à partir du moment où vous avez appuyé sur le bouton envoyer, l'acceptation existe. D'ailleurs, attention à cela. Donc certaine, et seconde condition, pure et simple. Ça va avec pure et simple. Pure et simple, ça veut dire quoi? Une acceptation pure et simple, ça veut dire que on a accepté l'offre telle qu'elle, sans réserve. Ça rejoint un peu le caractère ferme de l'offre. Sans réserve, c'est-à-dire que c'est une volonté non équivoque. Sinon, c'est pour ça que c'est important comme je vous dis, de tout démontrer. Sinon, s'il y a des réserves, ce n'est pas une acceptation, mais c'est une contre-proposition, c'est-à-dire c'est une nouvelle offre. Vous voyez l'importance du détail? Donc, il faut vraiment tout savoir par cœur sur le bout des doigts. Donc, acceptation, article 1118, petite définition. Ensuite, les 2 conditions, donc puisque l'acceptation doit être expresse. Alors, 2 conditions. 1, certaine. 2, pure et simple. Certaine, c'est volonté non ambiguë de conclure le contrat. Pure et simple, ça veut dire sans réserve. S'il y a des réserves, vous n'êtes pas face à une acceptation, mais face à une contre-proposition, face à une nouvelle offre. Donc si Madame A, si l'acceptation n'existe pas, dans ce cas-là, il n'y a pas de coup de foudre entre Monsieur O et Madame A, et dans ce cas-là, il n'y a pas de contrat. Vous comprenez l'importance de tout vérifier. Par contre, si les 2 conditions sont remplies, si elle est certaine et si elle est pure et simple, dans ce cas-là, il y a bien une acceptation au sens juridique du terme. Et donc, il y a eu rencontre entre Monsieur O et Madame A, entre l'offre et l'acceptation. Et à partir de ce moment-là, il y a un contrat et tout le régime juridique qui va avec. Donc ça change tout. À partir du moment où il y a un contrat, ce ne seront plus les mêmes sanctions, ce ne sera plus le même régime juridique, tout change. Donc c'est la première phase, si vous êtes un avocat, si vous êtes un étudiant face à un cas pratique ou dans votre vie personnelle face à une situation juridique, vérifiez qu'il y a bien un contrat au sens juridique du terme. S'il y a bien un contrat au sens juridique du terme, ensuite vous allez pouvoir attaquer ou pas et vous verrez sur quel fondement ou pas. Ça c'est pour la formation simple des contrats. La formation simple des contrats qu'on peut appeler, donc, en reprenant mon exemple, le coup de foudre. Il faut toutefois préciser qu'il y a des façons complexes de formation du contrat, comme il y a des formations complexes pour être en couple. Donc, pour reprendre mon exemple, certains contrats vont être formés de façon progressive, certains couples vont être formés de façon progressive et non par un coup de foudre. Et là, on va avoir 2 cas principaux, mais il y en a d'autres, mais les 2 cas principaux qui sont souvent vus, ce sont 1, les négociations précontractuelles et 2, les avant-contrats. Donc là, on est en phase pré-amoureuse, pour reprendre mon exemple. Alors, tout d'abord, les négociations précontractuelles, c'est les pourparlers, c'est les négociations, vous l'aurez compris. C'est l'article 1112 du Code civil. Et là, les choses qu'il faut savoir, parce que si ce n'est pas respecté, ça peut être sanctionné
par le juge, c'est qu'il y a 3 obligations pendant cette période. Même s'il n'y a pas de contrat, il y a quand même des obligations à respecter. Les 3 obligations à respecter pendant cette période de négociation, c'est 1. L'obligation de bonne foi, 2. L'obligation d'information, 3. L'obligation de confidentialité. Alors avant la réforme, on avait juste l'obligation de bonne foi. A été rajoutée depuis la réforme de 2016 l'obligation d'information et l'obligation de confidentialité. Si ce n'est pas respecté, dans ce cas-là, la responsabilité délictuelle est engagée. Pourquoi délictuelle? Parce qu'il n'y a pas encore de contrat. Je vous rappelle qu'il y a 2 sortes de responsabilités. La responsabilité délictuelle, qu'on appelle également extra-contractuelle, et la responsabilité contractuelle. Comme là, le contrat n'est pas formé, c'est la responsabilité délictuelle. Par exemple, l'obligation d'information, si elle n'est pas respectée. L'obligation d'information, c'est quoi? C'est une obligation concernant les informations essentielles déterminantes du consentement. Si l'offrant n'a pas donné les informations essentielles déterminantes du consentement à la personne avec qui il est en train de négocier. Dans ce cas-là, ça sera sanctionné sur la responsabilité délictuelle et donc on répare les frais exposés pendant les négociations. Mais on n'est pas dans un contrat, donc il n'y a pas de responsabilité contractuelle. Pareil pour l'obligation de bonne foi, pareil pour l'obligation de confidentialité. Ensuite, donc ça c'est pour les négociations précontractuelles. Ensuite, les avant-contrats. Donc la deuxième façon complexe de formation du contrat que nous allons voir. Comme je vous l'ai dit, il y en a d'autres, mais on voit les 2 principaux qui sont vus en général devant les tribunaux. Les avant-contrats, il y a 2 types d'avant-contrats, le pacte de préférence et la promesse de contrat. Je commence par le pacte de préférence, donc article 1123 du Code civil. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui si, et c'est si et seulement si, attention, elle décide de contracter. Donc, si vous avez bien suivi la définition, c'est un droit d'option prioritaire. C'est, par exemple, un contrat par lequel je vais m'engager envers vous, si jamais je vends ma voiture, à vous proposer cette vente en priorité par rapport à d'autres acheteurs potentiels, si jamais je décide de contracter. Donc c'est un droit d'option prioritaire, d'accord ? Je vous explique ça de façon, j'insiste, pour que vous fassiez la différence avec la promesse de contrat, car parfois les étudiants confondent les 2 lors de l'examen. Promesse de contrat, voyons maintenant ce que c'est. Il y a 2 sortes de promesses de contrat, la promesse unilatérale et la promesse synallagmatique. Synallagmatique, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire en gros réciproque. C'est un mot assez compliqué qui veut seulement dire réciproque. La promesse unilatérale, pour commencer, donc elle est au Code civil à l'article 1124 du Code civil. Donc vous voyez, pour le par cœur, ça suit un pacte de préférence, c'est article 1123 du Code civil. Promesse unilatérale, c'est article 1124 du Code civil. À savoir que dans la pratique, la promesse unilatérale est souvent utilisée en vente. Elle est assez courante en vente, c'est pourquoi vous verrez souvent le terme PUV, qui veut dire promesse unilatérale de vente. Alors là, c'est quoi? C'est un contrat par lequel l'une des parties s'engage envers une autre à conclure un contrat si elle le désire. Donc là, vous voyez qu'il y a seulement le promettant qui est engagé. C'est pour ça qu'on parle de promesse unilatérale. Maintenant, passons à la promesse synallagmatique. Donc, comme je vous l'ai dit, donc ça veut dire réciproque. Et d'ailleurs, vous allez le comprendre par la définition. C'est un contrat par lequel les 2 parties s'engagent réciproquement à conclure un contrat définitif. Donc là, contrairement à la PUV, à la promesse unilatérale de vente, les 2 parties sont engagées. Donc on parle d'avant-contrat, mais ce sont des contrats. C'est-à-dire que si par exemple la promesse unilatérale n'est pas respectée, la sanction, c'est quoi? C'est l'exécution forcée.
et non la responsabilité délictuelle. C'est-à-dire que la sanction ici, ce sera la responsabilité contractuelle parce qu'on a un contrat ici. Ça, c'est important à savoir. C'est pour ça que cette seconde partie sur la façon complexe de formation du contrat, elle est vraiment importante et vous devez vraiment savoir, comme je vous l'ai dit par cœur sur le bout des doigts, tous ces petits points importants. Donc là, on n'est pas dans le coup de foudre, dans la formation simple du contrat. Là, on passe soit par les négociations précontractuelles, soit par les avant-contrats. Les négociations précontractuelles, on n'est pas encore dans un contrat. Donc, s'il y a non-respect d'une des 3 obligations, obligation de bonne foi ou d'information ou de confidentialité, la sanction sera sur la responsabilité délictuelle. Voilà, vous pourrez avoir réparation des frais exposés pendant les négociations. Par contre, pour les avant-contrats, on est en fait, malgré le terme un peu trompeur d'avant-contrat, dans un contrat, donc la sanction sera une sanction contractuelle, une sanction en exécution forcée. Toutefois, je vais vous préciser les sanctions pour chacun des avant-contrats, car ça diffère, d'accord? Donc, les avant-contrats, on a le pacte de préférence, les promesses de contrat. Pour le pacte de préférence, comme je vous l'ai dit, c'est un droit d'option prioritaire, donc à bien différencier de la promesse unilatérale. Et donc, la sanction en cas de non-respect de ce pacte de préférence, c'est soit la nullité, soit la substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur. Par exemple, je passe un pacte de préférence avec Harry Potter. Voilà. C'est un exemple qui peut-être vous parlera. Je passe un pacte de préférence avec Harry Potter par rapport à une baguette magique. Donc je m'engage envers Harry Potter à lui proposer prioritairement la baguette magique si jamais je décide de la vendre. D'accord ? Donc c'est un contrat qui confère à Harry Potter un droit d'option prioritaire si jamais je décide de vendre cette baguette magique. Donc c'est un contrat par lequel moi, je m'engage à proposer prioritairement à Harry Potter de traiter avec lui. Comme je vous l'ai dit, c'est à différencier donc de la promesse unilatérale de vente parce que c'est un droit d'option seulement, c'est moins fort. La sanction, je vous le disais, c'est soit la nullité, soit la substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur. Ça veut dire que si par exemple, cette baguette magique, je décide de la vendre et je ne respecte pas mon pacte de préférence, c'est-à-dire que je ne la vends pas à Harry Potter, mais à Hermione Granger. Et bien dans ce cas-là, Harry Potter pourra demander soit la nullité de cette vente avec Hermione Granger, soit il pourra demander la substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur. Ça veut dire quoi? Le bénéficiaire du pacte de préférence, ça reste Harry Potter. Et le tiers acquéreur, donc celui qui a pu acquérir la baguette magique, c'est qui? C'est Hermione Granger. Donc, on va substituer Harry Potter à Hermione Granger. Donc, c'est lui qui aura au final la baguette magique. Vous comprenez? Donc, il a le choix, Harry Potter, si jamais je ne respecte pas mon pacte de préférence envers lui. Soit il peut agir en nullité de la vente que j'ai passée avec Hermione Granger en violation de ce pacte de préférence avec lui, soit il peut demander la substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur, c'est-à-dire en gros avoir la baguette magique à la place d'Hermione Granger. Toutefois, pour avoir le droit à cela, Harry Potter doit prouver 2 choses. Il doit prouver que Hermione Granger connaissait l'existence du pacte de préférence qu'il y avait entre moi et Harry Potter, et il doit prouver que Hermione Granger savait l'intention d'Harry Potter de s'en prévaloir. Donc c'est 2 conditions cumulatives. Prouver qu'il connaissait l'existence du pacte et qu'il savait l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Donc là, par exemple, pour reprendre Harry Potter, il va vraiment devoir prouver que, Hermione Granger connaissait l'existence de ce pacte de préférence entre Harry Potter et moi, et aussi prouver que elle savait l'intention d'Harry Potter de se prévaloir de ce pacte de préférence avec moi.
Et comme ce sont deux conditions cumulatives, donc les deux, il faut prouver les deux, elles sont souvent difficiles à remplir. Il faut tout de même le savoir. En tout cas, c'est la sanction qui existe. Par contre, si la personne ignorait tout de bonne foi, dans ce cas-là, il y aura seulement des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Par exemple, si Hermione Granger ignorait tout de bonne foi, dans ce cas-là, Harry Potter aura seulement des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Voilà pour le pacte de préférence. Pour la promesse unilatérale, je vais vous prendre le même exemple pour que vous compreniez. Donc c'est un contrat par lequel une des parties s'engage envers une autre à conclure un contrat si elle le désire. Donc là, ce n'est pas un droit d'option prioritaire. Ce n'est pas pareil que le pacte de préférence. Parce que le pacte de préférence, pour reprendre l'exemple d'Harry Potter, c'est je m'engage à proposer prioritairement à Harry Potter de traiter avec lui si jamais je décide de vendre la baguette magique. Alors que là, dans la promesse unilatérale, je passe vraiment un contrat avec Harry Potter où je m'engage à conclure ce contrat de vente de la baguette magique avec lui si il le désire. Donc là, je suis la seule personne engagée et je ne peux pas revenir dessus. Donc la sanction ici, comme il y a un contrat, c'est une exécution forcée. Donc par exemple, ici, Harry Potter, si je ne respecte pas cette promesse unilatérale de vente de la baguette magique envers lui, il pourra me demander l'exécution forcée. Donc je devrais vendre cette baguette magique à Harry Potter. Donc ça, c'est entre parties. Si c'est à l'égard d'un tiers, donc je reprends l'exemple de Hermione Granger pour le tiers. Si donc j'ai passé une promesse unilatérale de vente de la baguette magique avec Harry Potter, mais que je vends la baguette magique à Hermione Granger, alors soit Hermione Granger avait connaissance de cette promesse unilatérale de vente que j'avais passée avec Harry Potter, et dans ce cas-là, Harry Potter peut demander la nullité de la vente qui a été conclue avec Hermione Granger. Soit Hermione Granger ne savait pas, n'avait pas connaissance de la promesse unilatérale de vente que j'avais passée avec Harry Potter. Et dans ce cas-là, ça peut paraître un peu injuste, mais c'est celui qui aura publié en premier sa publicité foncière. Donc ce sera soit Harry Potter, soit Hermione Granger, selon lequel d'entre les deux aura publié en premier sa publicité foncière. Et celui qui aura publié en premier, du coup, aura la vente. Donc j'espère que vous voyez bien la différence entre le pacte de préférence et la promesse unilatérale de vente. Le pacte de préférence, c'est je m'engage envers Harry Potter à lui proposer prioritairement de traiter avec lui si jamais je décide de contracter. Alors que la promesse unilatérale de contrat, c'est un contrat par lequel, du coup, je m'engage envers Harry Potter à conclure un contrat si jamais il le désire. Enfin, la promesse synallagmatique, du coup, c'est pareil que la promesse unilatérale, sauf que c'est de façon réciproque. Donc c'est un contrat par lequel les deux parties s'engagent réciproquement à conclure un contrat définitif. Donc pour reprendre l'exemple, tous les deux, on s'engage, Harry Potter et moi, à conclure une vente, donc la vente de la baguette magique. Donc là, les deux parties sont engagées. Du coup, la sanction, ce sera l'exécution forcée du contrat, parce que là aussi, nous sommes en présence d'un contrat. Voilà pour les façons complexes de formation du contrat. Donc là, on ne rentre pas tout de suite en coup de foudre. Donc il y a deux cas, en tout cas, qu'on voit souvent dans les situations juridiques, dans les cas pratiques, lorsqu'on est avocat. Deux cas de façon complexe de formation du contrat, les négociations précontractuelles et les avant-contrats. Attention au terme trompeur d'avant-contrat, hein. Et retenez bien que les deux avant-contrats qu'on voit le plus et qu'on vient de voir, ce sont le pacte de préférence et les promesses de contrat.
Enfin, finissons sur la valeur du silence contractuel, que ce soit sur la formation simple ou complexe du contrat, peu importe, hein. Il faut savoir que ici, le silence ne vaut pas acceptation. D'accord? Donc ça, c'est l'article 1120 du Code civil. Le silence ne vaut pas acceptation. Si vous avez un cas pratique où la personne n'a pas est silencieuse, ça ne vaut pas acceptation, sauf 3 cas, vous savez, il y a toujours des exceptions en droit, l'existence d'un usage contraire, des relations d'affaires préalables ou des circonstances particulières. Exemple de circonstances particulières, par exemple, c'est une offre qui est faite dans l'intérêt exclusif du bénéficiaire, donc du coup, son silence dans ce cas-là vaut acceptation vu que c'est vraiment exclusivement dans son intérêt. Donc voilà les 3 exceptions au silence contractuel, c'est existence d'un usage contraire, des relations d'affaires préalables ou des circonstances particulières. Voilà de façon vulgarisée parce que le droit est vraiment trop dense pour tout expliquer en un simple podcast. Mais voilà de façon vulgarisée ce qu'il faut savoir essentiellement et qui vous permettra de résoudre les cas pratiques et je l'espère de comprendre comment fonctionne la formation du contrat en droit français. Je mettrai ce podcast sur différentes plateformes d'écoute que je mettrai en description. Bon travail et je vous retrouve pour le prochain podcast.